Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Premier volume. Chapitre 1. Je crois qu'il est difficile pour ceux qui publient leur mémoire d'échapper à l'accusation de prétention. Et ce n'est pas le seul désavantage dont ils souffrent. Pour leur malheur aussi, tout ce qui est peu commun ne passe jamais, ou rarement, pour vrai, et on a tendance à se révolter devant ce qui est évident, et à accuser l'écrivain d'impertinence. D'ordinaire, les gens pensent que ces mémoires ne méritent que d'être lues et d'être rappelées, s'ils abondent de grands et remarquables hauts faits, et provoquent l'admiration ou la pitié au plus haut degré, alors que tous les autres ne méritent que le mépris et l'oubli. J'avoue donc qu'il n'est pas peu douteux pour un simple individu inconnu, étranger de surcroît, de solliciter ainsi l'attention indulgente du public, en particulier lorsque je reconnais que l'histoire que je raconte ici n'est pas celle d'un saint, ni celle d'un héros, ni celle d'un tyran. Je crois que peu d'événements de ma vie n'ont pas été vécus par d'autres, et il est vrai que les incidents de ma vie sont nombreux. Et si je me considérais européen, je pourrais dire que mes souffrances furent immenses. Mais lorsque je compare mon sort à celui de la majorité de mes compatriotes, je me considère comme un enfant béni du ciel, et je remercie la Providence pour les grâces qu'elle m'a accordées dans chaque circonstance de ma vie. Si en ce cas, l'histoire qui va suivre n'apparaît pas suffisamment intéressante pour attirer l'attention du public, permettez que mon intention soit un prétexte pour la faire publier. Je ne suis pas insensé et vaniteux au point de m'attendre soit à l'immortalité, soit à la renommée littéraire. Si cette œuvre procure une quelconque satisfaction à mes nombreux amis qui m'ont demandé de l'écrire ou encore, si au plus petit degré elle promeut les intérêts de l'humanité, les desseins pour lesquels je m'étais engagé à la réaliser seront entièrement atteints, et chaque vœu de mon cœur assouvi. Permettez-moi donc de rappeler que si je m'efforce d'éviter la critique, je ne brigue pas les éloges. Cette partie de l'Afrique, connue sous le nom de Guinée, où le commerce d'esclaves continue, s'étend le long de la côte sur plus de 3400 milles anglais, du Sénégal en Angola et compte une variété de royaumes. Le plus important de ces royaumes est celui du Bénin, aussi bien par son étendue que par sa richesse, la fertilité et la culture de la terre, le pouvoir de son roi, ainsi que le nombre et le caractère belliqueux de ses habitants. Le royaume du Bénin est situé presque au niveau de l'équateur, et s'étend le long de la côte sur environ 170 milles, mais il pénètre l'intérieur de l'Afrique sur une distance qui, je crois, reste inexplorée par les voyageurs jusqu'ici, et semble ne se terminer qu'au niveau de l'Empire d'Abyssine, à environ 1500 milles de son commencement. Ce royaume est divisé en plusieurs provinces et régions. C'est dans l'une des provinces les plus éloignées et les plus fertiles que je suis né en 1745, dans une charmante vallée prodigue appelée Essaka. La distance qui sépare cette province de la capitale du Bénin et de la côte maritime doit être très importante puisque je n'avais jamais entendu parler d'hommes blancs ou d'Européens, ni de la mer. Notre soumission au roi du Bénin n'était en fait que nominale, car autant que mes modestes observations s'étendaient, les chefs ou anciens de la région dirigeaient chaque opération en concertation avec le gouvernement. Les us et coutumes d'un peuple qui commerce très peu avec d'autres pays sont généralement très simples. Et l'histoire vécue par une famille ou un village peut servir d'exemple à une nation. Mon père était l'un de ces anciens ou chefs que j'ai mentionnés plus haut, et portait le titre d'Embrinche, terme qui, selon mes souvenirs, signifiait la plus haute distinction et qui, dans notre langue, marquait un signe de grandeur. Ce signe est accordé à la personne qui en a droit, par l'entaille de la peau d'un côté à l'autre du sommet du front. Cette incision est descendue jusqu'au sourcil, et pendant qu'elle s'y trouve, on pose une main chaude sur la peau qu'on frictionne jusqu'à ce qu'elle se contracte, formant ainsi une épaisse zébrure le long de la partie basse du front. La plupart des juges et conseillers étaient ainsi marqués. Mon père portait cette zébrure depuis longtemps. J'avais vu l'un de mes frères la recevoir, et j'étais aussi destiné à l'hériter de mes parents. Ces embrinches ou chefs jugeaient les conflits et punissaient les crimes. À cette fin, ils se réunissaient souvent, rendant les séances courtes. Et dans la plupart des cas, la loi de l'œil pour l'œil l'emportait. Je me souviens qu'on avait conduit un homme devant mon père et les autres juges, pour avoir enlevé un garçon. Bien que l'accusé fût le fils d'un chef ou conseiller, on le condamna à un dédommagement par la remise d'un esclave masculin ou féminin. Cependant, on sanctionnait parfois l'adultère par l'esclavage ou par la mise à mort,
punition qui, je crois, est infligée dans la plupart des pays d'Afrique, tant l'honneur du lit conjugal est sacré parmi ces nations qui sont jalouses de la fidélité de leurs épouses. Ekiano raconte ici qu'une femme enceinte jugée coupable d'adultère et condamnée à mort avait échappé à cette sanction à cause de l'enfant qu'elle portait. Pourtant, les hommes ne sont pas aussi fidèles qu'ils l'exigent de leurs épouses, puisqu'ils s'adonnent à la polygamie même s'ils en épousent rarement plus de 2. C'est ainsi que se déroule le mariage. Les jeunes sont habituellement promis en mariage par leurs parents dès leur jeune âge, bien que j'ai connu des hommes qui se sont fiancés tout seuls. À cette occasion, on organise une fête et les 2 jeunes à marier se tiennent debout, au milieu de leurs amis rassemblés pour la cérémonie. Là, l'homme déclare que la femme doit dorénavant être considérée comme son épouse et aucun autre prétendant ne doit plus la courtiser. La nouvelle est immédiatement répandue dans le voisinage, tandis que la future mariée se retire de l'assemblée. Peu après, elle est conduite au domicile de son mari, ce qui est suivi d'une autre cérémonie à laquelle les familles des 2 parties sont invitées. Les parents de la jeune fille confient cette dernière aux jeunes mariés, et les bénissent. Ensuite ils attachent autour de sa taille une ficelle de coton, épaisse comme une plume d'oie, que seules les femmes mariées ont le droit de porter. Dès cet instant elle devient la femme du jeune homme. Ensuite, la dot est remise aux jeunes mariés. Il s'agit généralement de portions de terre, d'esclaves et de bétail, de biens ménagers et du matériel d'agriculture. Ces présents sont offerts par les amis des 2 parties. Outre cela, les parents du marié présentent des cadeaux à ceux de la mariée auxquels elle appartient jusqu'à son mariage, mais après l'union, cette propriété est exclusivement transmise à son époux. Lorsque la cérémonie se termine, les festivités commencent. Elles s'accompagnent de feux de joie et d'acclamations, de musique et de danse. Nous sommes presque un peuple de danseurs, de musiciens et de poètes. Ainsi, chaque événement important, tel qu'un retour triomphant d'une bataille ou toute autre raison de réjouissance collective, est célébré par des danses collectives accompagnées de chants et de musique convenant à l'occasion. L'assemblée est divisée en 4 groupes qui dansent soit séparément chacun de son côté, soit en se succédant, chaque groupe ayant un caractère qui lui est propre. Le premier groupe se compose d'hommes mariés qui, dans leur danse, exhibent fréquemment les faits d'armes et la représentation d'une bataille. À ce groupe, succède celui des femmes mariées. Les jeunes hommes font partie du 3e groupe, et les jeunes demoiselles constituent le 4e. Chaque groupe présente une scène originale de la vie ordinaire. Un exploit notable, le travail domestique, une histoire émouvante ou une activité rurale. Et comme le thème porte ordinairement sur un événement récent, nos danses sont donc toujours nouvelles, ce qui leur procure un esprit et une variété que je n'ai presque jamais vus ailleurs. Nous avons plusieurs instruments de musique, et tout particulièrement diverses sortes de tam-tam. L'un de ces instruments a l'aspect d'une guitare, et un autre ressemble davantage à un balafon. Ces derniers sont surtout joués par des vierges fiancées, pendant toutes les grandes fêtes. Comme nos coutumes sont simples, nous avons peu de produits de luxe. Les vêtements d'hommes et de femmes sont quasiment les mêmes. Il s'agit généralement d'un long tissu de calicot ou de mousseline, qu'on enroule autour du corps sans le serrer, en quelque sorte comme un tissu écossais. Ce tissu est souvent teint en bleu, notre couleur préférée. Cette teinte est extraite d'une baie, et est plus vive et plus riche que tout ce que j'ai pu voir en Europe. De plus, nos femmes de haut rang portent des bijoux en or, qu'elles disposent avec une certaine abondance à leurs bras et sur leurs jambes. Lorsque nos femmes ne travaillent pas au champ avec les hommes, leur occupation habituelle consiste à filer et à tisser le coton, qu'elles teignent ensuite, et en font des vêtements. Elles fabriquent aussi des récipients en terre cuite, dont nous possédons différentes sortes. Par ailleurs, nous avons des pipes à tabac, fabriquées et utilisées de la même manière que celles de Turquie. Notre mode de vie est tout simple car jusqu'à présent, les indigènes ne sont pas habitués à ces subtilités culinaires qui corrompent le goût. Le bœuf, les chèvres et les volailles constituent la plus grande partie de leur alimentation. Ces aliments représentent aussi la richesse principale du pays, et l'élément primordial de son commerce. La viande est souvent cuite en ragoût dans une casserole. Pour la rendre plus savoureuse, quelquefois nous ajoutons aussi du piment ainsi que d'autres épices, et nous avons du sel fait à partir de cendres de bois. En ce qui concerne les légumes, nous disposons de bananes plantains, des patates douces, des ignames, des haricots et du maïs. Le chef de famille mange habituellement tout seul. Ses femmes et ses esclaves ont aussi leur propre table.
Avant de toucher au repas, nous nous lavons toujours les mains. En effet, notre propreté en toute occasion est extrême, toutefois pour les mains, cette cérémonie est indispensable. Après avoir lavé les mains, nous procédons à la libation en versant une petite partie de la boisson au sol, et en servant une petite portion du repas à une place déterminée, pour les esprits de parents défunts que les indigènes considèrent comme des esprits dirigeant leur conduite et les protégeant du mal. Ils ne sont pas vraiment accoutumés aux boissons fortement alcoolisées. Leur breuvage principal est le vin de palme, qui est produit d'un arbre du même nom, d'où on l'obtient en tapant légèrement le sommet, auquel on attache une grande calebasse. Parfois, un arbre produira entre 3 et 4 pintes en une nuit. Lorsqu'il vient d'être extrait, il a un goût sucré délicieux. Mais après quelques jours, son goût devient plus acidulé et plus alcoolisé. Malgré tout, je n'ai jamais vu personne ivre pour en avoir bu. Le même arbre produit aussi des noix et de l'huile. Notre produit de luxe principal, c'est le parfum. L'un de ces parfums est fait à partir d'un bois aromatique composé de senteurs délicieuses. L'autre a une essence qui rappelle celle de la terre et lorsqu'on en jette une infime partie dans le feu, il diffuse une odeur des plus puissantes. Nous écrasons ce bois pour le transformer en poudre que nous mélangeons avec de l'huile de palme. Les hommes et les femmes s'en servent comme parfum. Pour nos habitations, nous examinons soigneusement le confort plutôt que la décoration. Chaque chef de famille possède un grand lopin de terre carré, entouré d'une douve ou d'une clôture de mur construit avec de la terre rouge battue qui, une fois séchée, est aussi dure qu'une brique. À l'intérieur de cet enclos se trouvent ces demeures qui abritent ces femmes et ces esclaves. Et lorsque ces femmes sont nombreuses, cela donne à l'ensemble l'apparence d'un village. Au centre est situé le bâtiment principal, réservé au seul usage du maître. Il comporte 2 pièces. Le maître et sa famille s'installent dans l'une de ces pièces pendant la journée. L'autre lui permet de recevoir ses amis. Outre cela, il possède une case distincte dans laquelle il passe ses nuits en compagnie de ses fils. De chaque côté de celle-ci se trouvent les appartements de ces femmes, qui ont aussi chacune un bâtiment du jour et un pour la nuit. Les logements des esclaves et de leurs familles sont éparpillés à travers le reste de l'enclos. Ces cases n'excèdent jamais un étage. Elles sont souvent construites en bois ou avec des poteaux enfoncés dans le sol, assemblés de clayonnage et proprement plâtrés à l'intérieur et à l'extérieur. Le toit est couvert de chaume de roseaux. Nos bâtiments du jour restent ouverts sur les côtés, mais ceux dans lesquels nous dormons sont toujours fermés et l'intérieur plâtré à l'aide d'une mixture de bouse de vache, pour éloigner les différents insectes qui nous importunent pendant la nuit. De même, les murs et le sol sont généralement recouverts de nattes. Nos lits sont faits de banquettes hautes de 3 ou 4 pieds français, sur lesquelles sont étalés des peaux et différentes parties d'un arbre spongieux appelé bananier plantain. Nos couvertures sont en calicot ou en mousseline, comme nos vêtements. Des bûches de bois nous servent habituellement de sièges, mais nous avons aussi des bancs qui sont généralement parfumés pour recevoir les visiteurs. Voilà tout le mobilier qu'on trouve dans nos foyers. Les maisons construites et meublées de la sorte n'exigent que très peu de compétences pour être bâties. Tout homme est alors un architecte accompli pour l'occasion. L'ensemble du voisinage offre unanimement son assistance lors des constructions, et en retour reçoit et ne s'attend à aucune autre récompense qu'une fête. Comme nous vivons dans un pays où la nature offre prodigieusement ses faveurs, nos besoins sont peu nombreux et aisément pourvus. Bien entendu, nous avons peu de produits manufacturés. Nos productions sont pour la plupart des calicots, des objets en terre cuite, des bibelots, des outils de guerre et d'agriculture. Mais ces instruments ne sont pas vendus. Conformément à ce que j'ai dit précédemment, ce sont nos provisions que nous mettons principalement en vente. Dans cette condition, l'argent est peu utilisé. Cependant, nous possédons quelques pièces de monnaie si je peux les appeler ainsi. Leur aspect rappelle celui d'une encre, mais je ne me souviens ni de leur valeur ni de leur nom. Nous avons aussi des marchés, et j'y ai souvent été avec ma mère. Parfois, des hommes corpulents de couleur acajou originaires du sud-ouest visitent ces marchés. Nous les appelons waïbeux, terme qui signifie homme rouge, vivant au lointain. Ils nous apportent en général des armes à feu, de la poudre à canon, des chapeaux, des perles et du poisson fumé. Ce dernier est très recherché chez nous, étant donné que nous n'avions que des ruisseaux et des sources. Ils troquent leurs produits contre notre bois parfumé et de la terre aromatique, et en échange de notre sel de cendre de bois.
Ils ont toujours des esclaves lorsqu'ils passent par chez nous, mais ils doivent nous dire exactement comment ils les ont obtenus pour être autorisés à passer. Certes, il nous arrivait parfois de leur vendre des esclaves, mais il ne s'agissait que des prisonniers de guerre ou encore de ceux des nôtres qui avaient été condamnés pour rapt, adultère ou tout autre crime que nous estimions odieux. Cette pratique du rapt m'amène à penser qu'en dépit de notre sévérité, leur intention, lorsqu'ils traitaient avec nous, était d'attraper notre peuple par des artifices. Notre pays est extraordinairement riche et fertile, et permet de produire toutes sortes de légumes en abondance. Nous avons beaucoup de maïs, d'énormes quantités de coton et de tabac. Nos ananas poussent sans avoir besoin de culture. Ils ont presque la taille des plus grands pains de sucre et sont un peu parfumés. Nous avons aussi des épices de différentes sortes, en particulier du piment, et une variété de fruits délicieux que je n'ai jamais vus en Europe. De même, nous avons des gommes et du miel. Tous nos efforts sont concentrés pour fructifier ces cadeaux de la nature. L'agriculture est notre première source d'emploi et tout le monde, y compris les enfants et les femmes, s'y applique. Ainsi, on nous habitue à travailler dès notre plus jeune âge. Tout le monde contribue à la réserve commune, et comme nous ne connaissons pas l'oisiveté, nous n'avons pas de mendiants. Un tel mode de vie a des avantages évidents. Les planteurs des Indes occidentales ont une préférence pour les esclaves du Bénin ou d'Ibeu, en comparaison avec ceux qui sont issus de toute autre région de Guinée, en raison de leur force, leur intelligence, leur intégrité et leur zèle. Ces qualités sont perceptibles par l'état de bonne santé générale des individus, et par leur vigueur et leur vivacité, je pourrais même ajouter par leur grâce. Effectivement, nous ne connaissons pas de malformation chez nous. Je parle bien entendu de l'infirmité physique. De nombreux natifs d'Ibeu, actuellement à Londres, peuvent permettre de vérifier cette affirmation, car en matière de couleur de peau, l'idée de beauté est complètement relative. Lorsque j'étais en Afrique, je me souviens avoir vu 3 enfants nègres qui avaient une couleur fauve et un autre qui était presque blanc, que l'ensemble des villageois et moi-même regardions comme des personnes déformées à cause de leur couleur de peau. À mes yeux, nos femmes aussi paraissaient extraordinairement gracieuses, éveillées et réservées à un degré proche de la pudeur. Je me rappelle n'avoir jamais entendu parler d'un cas d'incontinence avant le mariage parmi elles. Elles sont aussi remarquablement joyeuses. En effet, la gaieté et la sociabilité sont 2 des principaux traits de caractère de notre peuple. Nous travaillons la terre dans une grande plaine ou terrain communal, à quelques heures de marche de nos domiciles. Et l'ensemble du voisinage y a recours. Ils n'utilisent pas de bêtes de somme. Les seuls outils agricoles qu'ils possèdent se résument à des houes, des haches, des pelles, des pioches ou encore des pics pour creuser la terre. Parfois, des sauterelles nous envahissent. Elles arrivent comme un grand nuage qui noircit l'atmosphère et détruisent nos récoltes. Cependant, cela se produit toujours rarement, mais quand c'est le cas, la famine s'ensuit. Je me souviens que cela eut lieu 1 ou 2 fois. Le champ communal est souvent un champ de bataille. En revanche, lorsque nos gens vont labourer leurs terres, ils n'y vont pas seulement en masse, mais emportent ordinairement des armes avec eux par peur d'être surpris. Et lorsqu'ils appréhendent une invasion, ils surveillent les chemins menant à leurs habitations, et enfoncent dans la terre des bâtons pointus à une extrémité qui peuvent percer un pied. En ce qui concerne les batailles, il me revient à l'esprit qu'elles ont toujours ressemblé à l'invasion d'un petit État par un autre, qui veut se procurer des prisonniers ou du butin. Peut-être que les indigènes étaient encouragés à agir ainsi par ces commerçants qui apportaient les produits européens mentionnés, et qu'on trouvait chez nous. En Afrique, cette façon d'obtenir des esclaves est courante, et je crois que beaucoup sont capturés de cette manière et surtout grâce au rapt plutôt que par tout autre moyen. Quand un marchand veut des esclaves, il en fait la demande auprès du chef et le leurre avec ses marchandises. Il n'y a rien d'extraordinaire. Si à cette occasion, le chef cède aisément à la tentation, il accepte le prix de la liberté de ses semblables avec aussi peu de répugnance que le marchand émerveillé. Par conséquent, le chef attaque ses voisins et une bataille sans merci s'ensuit. S'il domine et attrape des prisonniers, il comble sa cupidité en les vendant. Par contre, si sa troupe est vaincue et tombe entre les mains de l'ennemi, il est mis à mort, puisque c'est lui qui aurait fomenté le conflit qui les oppose. On pense qu'il est dangereux de lui laisser la vie. En conséquence, aucune rançon ne peut le racheter, tandis que tous les autres prisonniers peuvent être libérés.
Nous possédons des armes à feu, des arcs et des flèches, de grandes épées à double tranchant et des javelots. Nous avons aussi des boucliers qui protègent un homme de la tête aux pieds. Nous apprenons tous l'usage de ces armes. Même nos femmes sont des guerrières et vont au combat d'un pas audacieux avec les hommes. Toute notre région constitue une sorte de milice. Dès qu'un certain signal est donné, tel qu'un coup de feu dans la nuit, tout le monde se lève, armé, et se précipite sur l'ennemi. Il peut sembler curieux que lorsque notre peuple va au champ, un drapeau rouge ou une bannière le précède. Echiano fut témoin d'un combat dans leur terrain communal, après que son peuple fut attaqué par surprise. Beaucoup de femmes et d'hommes luttèrent des deux côtés, parmi lesquels sa mère. Son peuple gagna, et F du chef de l'ennemi son prisonnier. Malgré la forte rançon qu'il proposa contre sa vie, il fut exécuté. Les captifs étaient répartis selon les mérites des guerriers. Ceux d'entre eux qui n'étaient ni vendus ni rachetés demeuraient chez nous en tant qu'esclaves. Mais quelle différence entre leurs conditions et celles des esclaves des Indes occidentales. Chez nous, ils n'accomplissent pas plus de travail que les autres membres de la communauté, ni plus que leurs maîtres. Leur alimentation, leur habillement et leur logement étaient presque similaires aux leurs, excepté qu'ils n'étaient pas autorisés à manger avec ceux qui étaient nés libres. Presque aucune autre différence ne les distinguait, hormis l'importance suprême du chef de famille dans notre communauté et l'autorité qu'il exerçait au sein de son foyer, en tant que tel. Certains de ces esclaves ont eux-mêmes des esclaves sous leur autorité, qui leur appartiennent et sont soumis à leur propre usage. En ce qui concerne la religion, les indigènes croient qu'il existe un créateur pour toutes choses, qui vit dans le soleil et qui est encerclé d'une ceinture qui l'empêche de manger et de boire. Mais d'après certains, il fume une pipe, notre produit de luxe principal. Ils croient qu'il contrôle les événements, spécialement nos décès ou la captivité. Je ne me rappelle pas d'avoir jamais entendu parler d'une doctrine concernant l'éternité. En revanche, d'autres croient en une réincarnation des âmes. Ils croient que les esprits qui ne transmigrent pas, comme ceux de leurs amis chers ou de leurs parents, les assistent toujours et les protègent des esprits mauvais ou de leurs adversaires. C'est pour cela que, ainsi que je l'ai déjà noté, ils posent toujours une petite quantité de viande et versent un peu de leur boisson au sol pour les esprits avant de manger. De même, ils font souvent des offrandes de sang d'animaux ou de volailles sur leur tombe. J'aimais beaucoup ma mère, et j'étais souvent avec elle. Lorsqu'elle se rendait sur la tombe de sa mère pour ses offrandes, dans une sorte de maisonnette isolée au toit de chaume, je l'assistais quelquefois. Là, elle faisait ses sacrifices et passait presque toute la nuit à pleurer et à se lamenter. Ces scènes me terrifiaient le plus souvent. L'isolement du lieu, l'obscurité nocturne et la cérémonie de libation, assurément horrible et sinistre, étaient amplifiés par les pleurs de ma mère auxquels se mêlaient les cris d'oiseaux plaintifs qui fréquentaient ce genre d'endroit. Tout cela donnait à cette scène une terreur indicible. L'année est calculée dès le jour où le soleil traverse l'équateur. Et lorsqu'il se couche ce soir-là, un cri général retentit à travers la région. Tout au moins, je parle de ce que j'ai vu dans notre voisinage. Les gens font en même temps un énorme bruit avec des crécelles, qui n'ont rien à voir avec les hochets en osier qu'utilisent les enfants ici, bien qu'ils soient plus grands, et ils lèvent leurs mains vers le ciel pour demander une grâce. Ensuite, de grandes offrandes sont effectuées, et les enfants auxquels les sages prédisent une vie favorable sont alors présentés à maintes personnes. Je me souviens que beaucoup de personnes vinrent me rendre visite, et on m'amena voir d'autres dans ce but. Plusieurs offrandes sont offertes, en particulier pendant les pleines lunes, généralement 2 pendant la saison des récoltes, avant l'extraction des produits de la terre, et ils offrent parfois des morceaux de jeunes animaux égorgés en sacrifice. Lorsque ces offrandes sont offertes par l'un des chefs d'une famille, elles valent pour toute la famille. Je me souviens qu'on en offrait régulièrement chez mon père et chez mon oncle, et leur famille y assistait. Certaines de nos offrandes sont consommées avec des herbes amères. Nous avions un proverbe chez nous pour désigner un individu au tempérament coléreux. S'il devait être mangé, il faudrait y ajouter des herbes amères. Nous pratiquions la circoncision comme les Juifs, et faisions des sacrifices et des fêtes à cette occasion, de même qu'ils le faisaient. Toujours à leur exemple, nous nommions nos enfants à partir d'un événement, d'une circonstance ou encore d'une prémonition évoquée au moment de leur naissance. On me nomma Oloda, ce qui signifie dans notre langue vicissitude ou encore fortune, ou celui qui est favorisé et qui a une voix forte et une élocution soignée. Dans mes souvenirs,
Nous n'avions jamais souillé le nom de l'objet de notre adoration. Au contraire, nous le disions toujours avec respect. Nous ne savions pas du tout jurer ni dire ces mots d'insultes et de reproches qui circulent si facilement et copieusement dans les langues des peuples plus civilisés. Les seules expressions de ce type dont je me souvienne étaient « que la mort t'emporte » ou « que ton cadavre pourrisse » ou « qu'un animal sauvage t'emporte ». J'ai précédemment remarqué que les indigènes de cette partie de l'Afrique sont très propres. Cette pratique de convenance fondamentale faisait partie de notre religion. De ce fait, nous effectuions beaucoup de purification et d'ablution. En effet, il y en avait presque autant que chez les Juifs et nous les accomplissions aux mêmes occasions qu'eux, si mes souvenirs sont exacts. Ceux qui touchaient les morts devaient à tout moment se laver et se purifier avant d'entrer dans une maison d'habitation. De même, on interdisait à chaque femme à certains moments d'entrer dans une maison habitée, de toucher quiconque ou tout aliment que nous consommions. J'aimais tant ma mère que je ne pouvais rester loin d'elle, ni éviter de la toucher pendant certaines de ces périodes. Aussi, on m'obligeait à demeurer à l'écart avec elle, dans une maisonnette réservée à cette fin, jusqu'à ce que l'offrande eût été effectuée, et que nous fûmes ensuite purifiés. Bien qu'aucun édifice ne fût consacré au culte public, nous avions des prêtres et des sorciers ou sages. Je ne sais plus s'ils effectuaient différentes fonctions. En tout cas, les gens leur témoignaient un grand respect. Ils évaluaient le temps et prédisaient les événements, et comme leur nom l'indiquait, nous les appelions Aafoé-Weï-CAH, ce qui signifie calculateur ou hommes annuels, notre année s'appelant Aafoé. Ils portaient une barbe et à leur mort, un de leurs fils leur succédait. On les inhumait avec la plupart de leurs biens et leurs objets de valeur. Des pipes et du tabac étaient aussi placés dans la tombe avec le cadavre qui était toujours parfumé et enjolivé. En outre, on leur offrait des animaux en sacrifice. Personne, excepté ceux qui exerçaient leur profession ou appartenaient à leur clan, ne composait le cortège funéraire. On les enterrait après le coucher du soleil, et le cortège repartait toujours de la tombe par un chemin différent de celui qu'ils avaient pris à l'aller. Ces sorciers étaient aussi nos docteurs et nos médecins. Ils pratiquaient des saignées par l'application de ventouses, réussissaient à guérir les blessures et à évacuer les poisons. De même, ils employaient une méthode plutôt extraordinaire pour déceler la jalousie, le vol et l'empoisonnement. Leur succès provenait sans doute de l'influence absolue qu'ils exerçaient sur la crédulité et la superstition de la population. Je ne me souviens pas de ces méthodes, excepté celle de l'empoisonnement. Echiano raconte l'empoisonnement d'une jeune fille vierge, dont l'assassin avait été retrouvé grâce au sortilège des sorciers. Il souligne par ailleurs que les nègres des Indes occidentales employaient les mêmes méthodes. Les indigènes font extrêmement attention aux poisons. Lorsqu'ils achètent un aliment consommable, le vendeur le passe tout autour de ses lèvres devant le client, pour lui montrer que l'aliment n'est pas empoisonné. On fait de même pour tout mets ou toute boisson présentée à un étranger en particulier. Nous avons différentes espèces de serpents parmi lesquels certains sont considérés comme annonçant de bons présages quand ils apparaissent dans nos maisons. Et ceux-là, nous ne les malmenons jamais. Je me souviens que 2 de ces serpents bienfaisants, qui étaient chacun aussi gros que le mollet d'une jambe humaine, et dont la couleur s'apparentait à celle d'un dauphin dans l'eau, se faufilaient parfois dans l'appartement nocturne de ma mère, où je dormais toujours avec elle. Ils se levaient dans des plis et chaque fois entonnaient un chant similaire à celui du coq. Certains de nos sages me demandèrent de les toucher afin de profiter des bons augures, ce que je fis, car ils étaient vraiment inoffensifs et souffraient docilement que quelqu'un les effleurât. Puis on les mit dans une grande casserole béante en terre cuite qu'on plaça au bord de la grande route. Cependant, certains de nos serpents étaient venimeux. Un jour, l'un d'eux traversa la route alors que je m'y trouvais. Il passa entre mes pieds sans essayer de me toucher, à la grande surprise de tous ceux qui le virent. Ce genre d'incident était considéré par les sages et aussi par ma mère et le reste des personnes présentes comme d'importants présages en ma faveur. Ceci est l'imparfait résumé dont ma mémoire m'a pourvu concernant les habitudes et les coutumes du peuple au milieu duquel je vis le jour. Et à ce propos, je ne peux m'abstenir de suggérer ce qui m'a longtemps affecté avec véhémence, nommément l'immense ressemblance qui, même par cette ébauche, aussi imparfaite soit-elle, semble prédominer les us et coutumes de mes compatriotes et des Juifs, avant qu'ils n'atteignent la terre promise et en particulier des patriarches, pendant qu'ils étaient dans l'état pastoral dépeint dans la Genèse,
analogie qui seule m'amène à croire que l'un des peuples naquit de l'autre. Echiano rappelle ici l'opinion du docteur Gilles, qui dans son commentaire sur la Genèse, déduisit que la lignée des Africains découlait d'Apher et Aphra, les descendants d'Abraham et Kétura, sa femme et concubine, confortant ainsi les idées émises par le docteur John Clarke dans son livre intitulé Truths of the Christian Religion. Comme les Israélites dans leur état primitif, notre gouvernement était dirigé par nos chefs ou juges, nos sages et nos anciens. Et le chef de famille, chez nous, jouissait dans son foyer de la même autorité que celle attribuée à Abraham et à 2 autres patriarches. La loi du talion s'appliquait presque partout chez nous comme chez eux. Et même leur religion semblait avoir déversé sur nous un rayon de sa gloire, bien qu'elle fût brisée et épuisée lors de son passage, ou éclipsée par le nuage avec lequel le temps, la tradition et l'ignorance pourraient l'avoir enveloppée. Nous pratiquions la circoncision, pratique que je trouve particulière à ce peuple. Nous faisions aussi nos sacrifices et brûlions des offrandes, nous effectuions nos lavements et purifications pour des occasions semblables aux leurs. En ce qui concerne la différence de couleur entre les Africains d'Ibeux et les Juifs modernes, je ne me permettrai pas de l'expliquer. C'est un sujet qui a engagé les plumes d'hommes de génie et d'érudits, et dépasse de loin mes compétences. Cependant, le très talentueux révérend Sir T. Clarkson, dans son très admirable essai on The Slavery and Commerce of the Human Species, affirme sa cause d'une manière qui à la fois résout chaque objection sur ce chef et à mon humble avis génère une grande conviction. Néanmoins, je devrais mentionner cette interprétation pour sa théorie, en me contentant de citer un fait raconté par le docteur Mitchell. Les Espagnols qui habitent l'Amérique, sous la zone torride, depuis un certain temps sont devenus aussi noirs que les Indiens natifs de Virginie, ce dont j'ai moi-même été témoin. De même, un autre exemple d'installation d'un Portugais à Mitomba, fleuve de Sierra Leone, où les habitants sont procréés à partir d'un mélange des premiers explorateurs portugais et des indigènes, démontre qu'ils sont maintenant devenus, par leur teint et par la qualité laineuse de leurs cheveux, de parfaits nègres qui ont toutefois gardé quelques mots de la langue portugaise. Ces exemples, ainsi que d'autres, démontrent que les couleurs d'individus similaires varient selon les différents climats et peuvent aussi permettre d'éradiquer les préjugés qui vont à l'encontre des natifs d'Afrique à cause de leur couleur. Il est certain que les pensées des Espagnols n'ont pas changé en même temps que leur teint. N'y a-t-il pas assez de causes auxquelles on peut attribuer l'infériorité apparente d'un Africain, sans limiter la bonté de Dieu, et en supposant qu'il s'abstint d'imprimer l'intelligence sur sa propre image, parce qu'elle aurait été sculptée en accent aigu BE accent aigu NE? Lorsqu'ils arrivent parmi les Européens, les Africains ignorent leur langue, leur religion, leurs us et coutumes. Des efforts sont-ils effectués pour leur enseigner ces valeurs? Les traite-t-on comme des hommes? L'esclavage ne réduit-il pas la pensée, et n'éteint-il pas tous ces feux et tout sentiment noble? Rappelons à l'Européen cultivé qui est hautain que ses ancêtres furent jadis incultes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.